Richard Neuville, bonjour à toutes et tous. Moi je fais partie du réseau, hein. J'ai milité avant dans les alternatifs. Je suis un des animateurs de l'association pour l'autogestion et également syndicaliste à Solidaire, et à ce titre-là, je participe au réseau international de l'économie des travailleurs, donc, qui a tenu sa 7e rencontre internationale fin septembre au Brésil. Je pourrais en dire 2 mots dans le débat éventuellement. Donc là, on m'a demandé d'intervenir sur l'Argentine. Donc l'Argentine, c'est un pays que je connais un petit peu. J'ai appris à le connaître à travers les expériences des entreprises récupérées par les travailleurs. Donc j'y suis allé dès 2003 et j'ai suivi un peu toute l'évolution de ce processus de récupération d'entreprise, et notamment réaliser des synthèses des différentes enquêtes qui ont été faites par le programme Faculté ouverte de l'Université de Buenos Aires. L'Argentine, donc, c'est un grand pays, à la fois connu et méconnu en Europe, parce que bon, on peut dire qu'avec le Chili et l'Uruguay, c'est un des pays les plus européens. C'est pays de 8e pays en superficie et une population de 44 millions d'habitants. Et donc, on avait beaucoup entendu parler de l'Argentine au moment de la crise de 2001, et donc qui avait provoqué donc une réaction, donc un soulèvement populaire, et aussi des couches moyennes, ce qu'on avait appelé El Corralito. Et donc, mais le Brésil, ça évoque aussi la dictature. L'Argentine. Bah, les deux. Pardon. Oui, remarque. C'est parce que je viens du Brésil, je rentre du Brésil et je suis désolé. L'Argentine, ça évoque aussi la dictature, parce que c'est avec les autres pays du cône sud, donc elle a connu la dictature. Et quand donc de 1973 à 1983, et surtout les 30 000 disparus. Aujourd'hui encore, quand on rencontre des vieux militants et militantes, ils évoquent cette période. Dire que effectivement, ça a été un traumatisme extrêmement important. Donc la crise. Alors, ce qu'il y avait donc après cette dictature, donc il y a eu effectivement la période donc de Raúl Alfonsín, bon, le processus de démocratisation, et après donc la phase d'ultralibéralisme avec Carlos Menem, notamment donc avec la parité du peso-dollar, les privatisations. Et pour celles et ceux qui ont vu Mémoire d'un saccage de Solanas, ça évoque tout à fait ce qui s'est passé à cette période-là et ce qui a provoqué la crise de 2001. Donc on pourrait faire un peu une analogie avec ce qui s'est passé récemment, donc avec la crise qui est arrivée donc depuis que Mauricio Macri est arrivé au pouvoir. Entre les deux, il y a eu une phase, ce qu'on a appelé le kirchnerisme, donc de 2003 à 2015, pendant 12 ans, donc à la fois donc Nestor Kirchner et Cristina Fernandez, qui ont donc dirigé le pays, qui ont relancé un peu l'activité économique, qui sont revenus un peu sur la phase de l'ultralibéralisme en développant une politique un peu protectionniste, et surtout donc en redistribuant au niveau social, en finançant un certain nombre de programmes sociaux, à l'image un peu de ce qu'on a pu observer donc dans les différents pays, les autres pays d'Amérique du Sud où il y a eu des changements politiques. Alors, Macri, donc, il est arrivé au pouvoir en 2015. Ça a été un peu la surprise, mais en même temps, donc, il avait déjà été, donc, il était déjà connu. C'était l'ancien maire de Buenos Aires. Il avait été président du Boca Juniors. Je regarde Bruno parce que c'est important au Brésil. Et c'était un fils d'un milliardaire originaire d'Italie et qui a fait fortune
Alors, la politique économique de Kirchner, ça a été la première chose qu'il a faite, ça a été de négocier avec les fonds vautours. Alors, pour rappel, donc Kirchner en 2005 avait renégocié la dette et avait décidé qu'il ne rembourserait pas euh, une partie de la dette. Et donc, il y a eu différents procès. Donc, ceux qui n'ont pas accepté la négociation se sont pourvus en justice et ont obtenu gain de cause. Et donc, Macri, donc il a négocié, il s'est engagé à rembourser donc les fonds vautours. Par ailleurs, donc, il a supprimé le contrôle d'échange qui avait été instauré en 2011. Il a instauré une politique de rigueur, réduction en vue de réduire le déficit public. Et il a supprimé un certain nombre de programmes sociaux. Pas tous, hein, j'y reviendrai. Mais surtout, il a aussi supprimé les aides publiques aux ménages pour l'énergie. Par exemple, s'agissant des entreprises récupérées, ménages et aux entreprises, s'agissant des entreprises récupérées, effectivement, les factures d'électricité et d'eau ont pu croître de 7 à 800% du jour au lendemain. Du coup, c'est-à-dire que par exemple, les entreprises récupérées, il y en a certaines qui n'ont pas été en mesure de poursuivre leur activité. Bon, c'est un nombre assez restreint, mais ça a augmenté les coûts de production et ça a été. Il faut savoir que donc Macri a nommé donc l'ancien président de Shell Argentine comme ministre de l'énergie. Donc le mélange des genres. Et donc cette politique qui visait donc en fait à donc l'accord avec les fonds vautours, la fin des restrictions sur le contrôle d'échange, ça visait donc à attirer donc les investissements étrangers donc en Argentine. En fait, ça a été un échec puisque donc ça s'est traduit par une inflation extrêmement importante, hein, 40% en 2016, et donc pour 2019, on est sur une base de 55% d'inflation. Il y a eu une dévaluation du peso. Qui est passé de 1 euro pour 20 pesos à 45, et y compris après les primaires, là, c'est monté à 73 pesos pour 1 euro. Malgré cette politique, et malgré ça a engendré des suppressions d'emplois, 300 000 emplois ont été supprimés en 3 ans. Le taux de pauvreté qui avait baissé fortement à l'époque de Kirchner, donc est remonté à 34%. Malgré cela, donc en 2017, Macri et sa coalition donc ont remporté les élections, demi-mandat. Et donc tout laissait penser il était en bonne voie pour être reconduit en 2019. Mais bon, il y a eu effectivement, ça s'est pas passé comme il l'entendait. Alors, au niveau des mobilisations sociales, dans les premiers mois, les 2 premières années, il y a eu pas mal de mobilisations. J'ai eu l'occasion d'assister donc à des mobilisations, notamment donc à la Confédération des travailleurs de l'éducation populaire, qui est une confédération qui regroupe d'anciens mouvements piqueteros, qui est une organisation de masse aujourd'hui qui est importante, qui participe au réseau international de l'économie des travailleurs et qui a organisé pas mal de mobilisations, mais le mouvement syndical, notamment la CGT, a été extrêmement divisé. C'est-à-dire que Macri, en fait, avait quand même avait négocié, donc, quand il est arrivé au pouvoir, avec une partie du mouvement social, une partie du mouvement syndical, et ça a un peu freiné les mobilisations. Il n'a pas remis en cause l'ensemble des programmes sociaux. Alors, s'agissant des entreprises récupérées, tout ce qui était les plans de formation et tout ça, de soutien aux entreprises récupérées, ça a été supprimé du jour au lendemain. Mais nombre de programmes sociaux ont été maintenus, malgré la politique très libérale. Et c'était d'une certaine manière d'acheter un peu la paix sociale. Mais donc effectivement,
la crise s'étant approfondie, les élections primaires, les primaires donc se sont pas déroulées comme ils l'attendaient. Et donc par ailleurs, l'alliance donc qui a été Cristina Fernandez, qui était en tête des sondages, donc a décidé au mois de mai de s'allier donc avec Alberto Fernandez, qui est un autre candidat donc péroniste, mais modéré, donc qui est quelqu'un qui avait rompu avec le clan Kirchner en 2008. Et donc cette alliance un peu inattendue a permis au camp péroniste de remporter donc les élections primaires, puisque donc ils ont obtenu 47% des voix contre 32 donc à Macri. Autant dire que donc avec une différence de 15%. Donc ce qu'ils disaient avant les élections, c'est que s'il y avait une différence de plus de 5%, ce serait très difficile pour Macri d'être réélu. Là, la différence étant de 15%, je vous laisse penser que lors des élections du 27 octobre de cette année, le clan péroniste, l'Alliance Fernandez, sera élu. Et donc Macri ne pourra pas remonter donc la différence. Alors, par ailleurs, je précise que par rapport aux élections donc aux primaires, donc le front de gauche des travailleurs et Unité a obtenu 2,83%. C'est-à-dire que donc ils pourront être présents donc aux élections, parce qu'en fait en Argentine il y a donc maintenant un système de primaire obligatoire. Il faut avoir plus d'1,5% des voix. Le vote est obligatoire pour pouvoir être candidat donc à l'élection. Et donc par ailleurs, donc il faut obtenir 45% des suffrages pour être élu au premier tour, ou 40% avec une différence de plus de 10% entre les deux premiers candidats. Par ailleurs, donc là, le changement, il est important puisque, y compris donc le clan de Cambiemos, donc la coalition de Macri qui avait remporté la province de Buenos Aires, qui représente à peu près 50% de la population argentine, donc a été largement battu. C'est un candidat donc kirchneriste, Axel Kicillof, qui devrait remporter donc la province de Buenos Aires. Alors, j'ai dit que donc effectivement le Macri avait pactisé un peu avec une partie du mouvement social. Bon, il y a quand même eu des mobilisations, et notamment au niveau féministe. C'est-à-dire que depuis 2015, il y a le mouvement Ni Una Menos, qui est un mouvement très extrêmement important. Déjà avant 2015, il y avait déjà eu des mobilisations extrêmement importantes. Je me souviens que j'étais en 2014 dans le nord de l'Argentine, et il y avait eu un rassemblement où il y avait eu plus de 40 000 personnes. Et donc ce mouvement donc se bagarre par rapport pour le droit à l'avortement, donc une question quand même très importante en Amérique latine, et par ailleurs contre les violences donc faites aux femmes. Ce mouvement féministe, il est très important. La dernière mobilisation cette année, il y avait 350 000 femmes dans la rue, donc à Buenos Aires. Et c'est un mouvement qui a un peu qui a influence les autres mouvements donc dans les autres pays d'Amérique du Sud. Que c'est un mouvement qui a une portée assez considérable. Par ailleurs, donc effectivement, je vais dire deux mots sur le mouvement. Donc au niveau syndical, face à la régression sociale qu'il y a eu, l'augmentation du chômage importante, l'augmentation de la pauvreté, donc il y a eu des rapprochements syndicaux.
notamment les deux CTA qui se parlaient plus beaucoup, qui avaient été divisés à l'époque de Christina Kirchner. Là, donc, on se sont rapprochés, donc on ne sait pas s'ils vont refusionner, mais sinon, donc, au niveau des entreprises récupérées, donc dire que malgré la politique de Macri, le mouvement de récupération, le processus de récupération d'entreprises s'est poursuivi. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui existe, bon, qui avait commencé dans les années 90. Hein. On pense toujours que ça a commencé en 2001, mais les premières récupérations ont eu lieu donc, au tout début des années 90, bon, de manière assez lente. Il y avait eu une accélération en 2002-2003, puis un recul jusqu'en 2007. Et à partir de la crise de 2008, ça avait fortement augmenté. Et donc depuis, c'est un mouvement constant. C'est-à-dire qu'il se récupère entre 20 et 30 entreprises chaque année. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui représente à peu près plus de 400 entreprises récupérées, qui reste assez divisé, mais il y a eu quand même des évolutions, notamment par exemple au sein du réseau de l'économie des travailleurs, on observe que des entreprises qui ne participaient pas jusqu'alors, je pense par exemple à Sanon, donc Facinpat, fabrique sans patron, qui posait la question de la nationalisation sous contrôle ouvrier. C'est un débat qui a été très prégnant dans les premières années 2001-2003. Bon, finalement, toutes ces expériences ont fini par créer des coopératives. Et bon, et par exemple, donc Facinpat aujourd'hui participe au réseau de l'économie des travailleurs, de même que la Confédération des travailleurs de l'éducation populaire, donc qui n'ont pas la même tradition que les travailleurs des entreprises récupérées. Parce que les entreprises récupérées, c'est plutôt donc le prolétariat traditionnel. Dans la Confédération des travailleurs de l'éducation populaire, c'est plus des travailleurs et des travailleuses qui sont privés d'emploi depuis très longtemps et qui créent leur propre activité, qui développent leur propre économie alternative. Et donc le mouvement donc, des entreprises récupérées donc, a énormément souffert de la politique de Macri, par rapport notamment à la question de l'énergie, hein, qui a pris des proportions considérables parce que, notamment dans le secteur de l'industrie où effectivement l'augmentation des tarifs a eu des incidences. Aujourd'hui, par exemple, donc Facinpat a 2 fois moins de travailleurs qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire que quand l'entreprise avait été récupérée, ils étaient à peu près 400, ensuite ils sont montés à 600 et là ils sont descendus à 250. Y compris, heureusement, il y a une autre entreprise récupérée juste à côté qui a pu récupérer une partie des travailleurs. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, donc la page Macri, selon toute probabilité, sera tournée donc dans un mois. Pour autant, donc l'offre politique d'Alberto Fernandez et Cristina Fernandez s'annonce. Ils ont un programme extrêmement modéré, hein, c'est-à-dire que effectivement il y a un virage au centre du camp du kirchnerisme, hein, ce qu'on peut dire. Hein. Le kirchnerisme aujourd'hui, si on peut faire une comparaison, c'était un peu une politique social-démocrate. Enfin, il y avait un minimum de redistribution sociale. Et donc là, leur programme est très modéré, c'est-à-dire qu'ils veulent surtout pas effrayer les marchés. Donc ils vont certainement revenir sur des contre-réformes qui ont été mises en place par Macri, mais ça va pas changer fondamentalement la condition des travailleuses et des travailleurs.